Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler de la contribution de la communauté amateur au projet PicSat. Alors d'abord je me présente, je m'appelle Mathias Novak. Alors j'ai passé ma licence radio amateur il y a quelques mois seulement, c'est assez récent. Donc je suis la personne dans l'équipe PicSat qui a sa licence pour opérer la station Sol. Donc PicSat c'est un projet c'est une mission scientifique, c'est une mission CubeSat d'astrophysique qui est développée à l'Observatoire de Paris. Et plus précisément par le LESIA, qui est un laboratoire qui fait partie de l'observatoire, qui est situé à Meudon. Et donc moi, personnellement, je suis en thèse à Meudon. Je suis en 3e et dernière année de thèse là-bas, et donc je travaille sur cette mission, et particulièrement sur les aspects scientifiques et la charge utile. J'ai eu pas mal de responsabilités dans le développement de la charge utile, et en particulier dans le développement logiciel. Et je suis aussi pas mal impliqué sur les aspects base de données et le site internet de la mission. Et c'est ce qui me place directement en fait à l'interface avec les radios amateurs, puisque c'est par ce site internet qu'on essaye d'avoir un peu de contribution amateur et de collaborer. Alors je ne suis pas tout seul, il y a aussi Martin qui tient notre compte Twitter, IamPicSat, si vous avez déjà été voir. Il fait un travail assez intéressant, je vous recommande. Du coup, c'est moi qui me retrouve un peu à l'interface avec ce site web entre le labo et les amateurs. Et j'en suis assez content, c'est quelque chose qui me plaît. C'est aussi quelque chose qui me tient assez à cœur, son jeu de mots. Puisque moi je trouve que c'est assez important en fait pour les laboratoires, pour les projets scientifiques, d'essayer de diffuser un peu dans le reste de la société. Et donc en particulier auprès des gens qui sont intéressés, qui veulent collaborer, qui ont quelque chose à apporter, je trouve que c'est vraiment essentiel. En particulier à une époque où il y a une défiance de plus en plus grande qui arrive vis-à-vis de tout ce qui est institutionnel et de tout ce qui est particulier, les laboratoires de recherche. Et on a résurgence de tout un tas de théories un peu fantaisistes, d'où cette image de PicSat au-dessus de la Terre plate. Bref, venons-en aux choses sérieuses. Alors je pourrais faire toute une présentation remplie d'anecdotes. Il y en a plein sur le projet PicSat, des anecdotes assez drôles parfois. Maintenant que c'est en l'air, on peut en rire du moins. Ça, c'est une image de la première livraison du satellite PicSat. Donc, il est dans la boîte, dans la grosse valise, là. En arrière-plan, enfin à gauche, c'est Sylvestre, qui est le PI du projet. Et puis, à l'avant-plan, c'est Mathurin, qui était un stagiaire qui travaillait avec nous. Donc là, le satellite est dans la boîte, complètement intégré. On est le 4 décembre, pardon. Et le satellite est en route pour les Pays-Bas, pour ensuite prendre l'avion et aller en Inde, d'où il sera lancé. Quelques jours après, nous voilà à Meudon, en salle blanche. Le satellite est revenu en catastrophe parce qu'il s'est allumé, les antennes se sont déployées pendant le voyage. Enfin, une histoire absolument rocambolesque. Donc là, on est en train d'opérer le satellite pour essayer de le sauver. Il sera relivré un peu plus tard, et cette fois sans problème. Puis il sera envoyé en Inde. Et donc j'ai surtout envie en fait, de vous parler un peu de l'aspect scientifique, de l'aspect astronomique, quel est l'objectif de la mission, et puis qu'est-ce que c'est que PicSat. Et puis à la fin, je vous parlerai un petit peu de la contribution amateur jusqu'à présent. J'en dirai quelques mots. Donc ça, c'est une carte. S'il y en a qui sont astronomes amateurs parmi vous, ils reconnaissent peut-être les atlas de Pocket Sky Atlas de Sky Telescope. C'est la constellation du Peintre que vous voyez au milieu, Pictor, avec ces 3 étoiles. C'est une toute petite constellation de l'hémisphère sud. Et nous, on est intéressés par l'étoile la plus en haut, l'étoile Beta Pictoris. Et c'est notre objectif, en fait, notre cible scientifique, c'est cette étoile. On n'en vise pas d'autres, on vise essentiellement celle-là. Et pourquoi? Parce que, alors voilà, ça c'est juste une image, c'est une étoile assez brillante, c'est une étoile qu'on voit très bien à l'œil nu, magnitude 3,5, donc c'est une étoile assez facile à voir. Et c'est une étoile autour de laquelle on a découvert pas mal de choses déjà, et alors j'ai vu un panneau là sur les exoplanètes en entrant, donc ça tombe bien. On a découvert une exoplanète autour de cette étoile, donc une planète géante, une géante gazeuse, qui a été découverte par imagerie directe. Ça c'est une image où on voit, alors l'étoile est au milieu, mais elle est masquée, on ne voit pas l'étoile, et on voit les petits points autour, c'est la planète. Et puis un disque de poussière aussi autour de l'étoile. Alors il y a d'autres images, il y a une image faite par Hubble, pareil, l'étoile est masquée. Et on voit le disque de poussière autour de... Donc c'est un système planétaire qu'on connaît, on sait qu'il y a ce disque, on sait qu'il y a la planète. On a même découvert des exocomètes dans ce système. C'est un système qui est très jeune, donc la planète est nouvellement formée. Et du coup, elle est encore en interaction avec le disque de poussière, etc. Enfin bref, c'est un système qui scientifiquement est extrêmement riche. Et en plus, c'est un système qui n'est pas très loin, c'est une étoile qui est brillante. On voit le système par la tranche, ce qui est un hasard un peu incroyable. Donc on peut étudier les phénomènes en transit. Et c'est l'objectif de PicSat.
Et alors juste pour vous montrer, ça c'est une courbe qui date, c'est une assez vieille courbe, date de 1981 je crois. Une observation de Beta Pictoris qui était utilisée, enfin elle a été observée parce qu'elle a été utilisée comme référence photométrique je crois. Et ce qui a été découvert à cette époque-là, c'est qu'il y avait des variations assez bizarres dans la luminosité de l'étoile. Et quand on a découvert la planète un peu après, eh bien on s'est dit que si ça se trouve, c'était la planète qui passait devant l'étoile et qui créait ces transits photométriques. Donc voilà, juste le simple fait que la planète passe devant l'étoile et enmasque une partie du disque, eh bien on a une diminution du flux lumineux. Il se trouve que la planète que maintenant on a pu observer plusieurs fois, on a une idée de son orbite et a priori, elle devrait repasser devant son étoile. Alors pas la planète elle-même, mais son environnement direct. Alors c'était censé arriver entre 2017 et 2018. Pour le moment, personne n'a rien vu. Et l'objectif de PicSat, c'était de faire des observations en continu à haute précision de la luminosité de Beta Pictoris pour voir ces phénomènes de transit et en particulier le passage de la planète. Donc c'est une mission qui a été développée, le développement a commencé il y a... moi j'ai commencé ma thèse il y a 2 ans, je suis arrivé presque au début du projet, donc il y a 3 ans disons ça a commencé. Donc l'objectif voilà, c'était d'arriver à envoyer dans l'espace un satellite capable d'observer l'étoile en continu sous 2 ans pour pouvoir voir le phénomène s'il avait lieu en 2017. Ça a pris un petit peu de retard, c'est arrivé qu'en 2018, mais enfin. Donc ça ressemble à ça, PicSat c'est un CubeSat, 3 unités. Donc là il y a 3 unités qui sont en bas, donc 30 cm de haut, et puis il y a 2 panneaux solaires qui sont déployables, donc c'est pour ça que c'est un peu plus grand. Avec ici on voit bien les antennes pour l'émission et la réception. Donc on a l'émission vers le sol qui est à 435 MHz et les commandes sont à 140 et quelques MHz. Donc voilà une vue du satellite, une vue de la charge utile. Donc la charge utile, c'est... alors, ici, ça c'est un senseur stellaire, c'est juste pour le système de contrôle d'attitude. La charge utile, le télescope est derrière. Alors une vue de face, on le voit un peu mieux. Voilà, c'est ce truc. Le télescope, il fait 3,5 cm d'ouverture utile, donc c'est vraiment un petit truc. Mais encore une fois, c'est une étoile brillante, donc on n'a pas besoin d'un très très gros télescope. Et le principe en fait de PicSat, c'est que ce télescope récupère la lumière de l'étoile et il va la focaliser et l'injecter ici. On a une fibre optique monomode, donc une fibre optique qui est toute petite. Et le but du jeu, en fait, c'est d'arriver à faire rentrer la lumière de l'étoile dans la fibre, qui va l'amener ensuite à un détecteur qui fonctionne à comptage de photons, donc un détecteur haute précision. Donc toute la difficulté, en fait, c'est d'arriver à pointer le satellite suffisamment précisément pour que la lumière de l'étoile rentre dans la fibre optique qui fait 3 microns de diamètre, quoi. Et donc la fibre est montée sur une platine piezo de Sachs, donc elle bouge en continu pour suivre l'étoile si elle se déplace. Voilà en gros pour la charge utile, donc la partie qui moi m'occupe essentiellement pendant ma thèse à Meudon. Donc le lancement s'est fait sur une fusée indienne, le PSLV, le 12 janvier 2018. Et donc depuis, PicSat est dans l'espace et donc on a réussi à obtenir une communication assez rapidement après le lancement, le jour même. Et donc depuis, on travaille sur cette mission. Donc on fait les opérations depuis Meudon. Mais on a aussi et donc depuis le début, en fait, on a une forte participation des radioamateurs partout dans le monde. Donc ça, c'est juste une image de notre station à Meudon sous la neige, puisqu'il y a eu plein de neige là, il n'y a pas longtemps à Paris, donc la station est sous la neige, avec quelques caractéristiques rapidement. Donc la modulation, c'est BPSK, avec du scrambling pour ce qui descend. Donc notre antenne qui est donc ça c'est notre station sol, notre station au sol, puisque vous voyez qu'elle n'est pas bien en hauteur. Et puis à Meudon il y a un peu la forêt et tout, donc on n'a pas forcément des visibilités très très bas, mais enfin on arrive à opérer quand même avec ça. Mais alors ça c'était juste pour vous montrer, voilà, c'est un vieux bilan de liaison que j'ai retrouvé dans les documents qu'on avait écrits. Et ce que je voulais juste vous montrer ici, c'est que ce qu'on est censé émettre, donc la photométrie de l'étoile est prise à très haute fréquence. Les acquisitions scientifiques sont faites à 1 kHz, donc ça fait 1000 points par seconde. Alors on n'a pas l'intention de tout redescendre au sol, mais enfin on va en avoir besoin quand même d'une certaine quantité pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe là-haut s'il y a des problèmes. Donc on est censé en fait descendre pas mal de données. Et si vous faites le calcul, donc avec un lien descendant à 1200 bauds, avec le temps de visibilité par jour, on est complètement hors des clous, quoi. On ne peut pas avoir toutes ces données si on n'a que la station à Meudon qui fonctionne à 1200 bauds. Alors on a plein de solutions. On pourrait réduire, donc on va réduire des données à bord pour pouvoir avoir des données moins importantes qui descendent et tout. Mais disons que dans une mission comme celle-là, clairement avoir des stations ailleurs dans le monde, c'est un plus énorme, quoi. Ça, il y a pas de doute.
Et donc depuis le début, en fait, on a fait en sorte d'avoir un site internet pour expliquer un peu la mission. On a un compte Twitter aussi où on diffuse, on explique ce qu'on est en train de faire, on essaye d'impliquer un peu les radioamateurs. Et donc les radioamateurs peuvent écouter PicSat et récupérer les données et nous les envoyer soit via le site internet en déposant des fichiers texte où il y a toutes les trames, soit maintenant il y a un système SIDS où on peut envoyer les trames automatiquement sur un serveur web. Donc ça c'était juste pour vous montrer la participation amateur la première semaine. Donc c'est le début, hein, le site vient d'arriver et tout, le site n'est pas encore bien en place. Donc mais déjà, hein, en orange c'est les trames reçues à Meudon par nous, les professionnels, et en bleu les amateurs. Et voilà la situation maintenant. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Voilà. Donc les professionnels sont orange et les amateurs sont bleus. Clairement, c'est bien utile. Et donc ici, on voit donc ça, je pense que cette courbe-là ici, c'est le gain d'intérêt au début et puis le site internet qui se met en place, le Twitter où il y a de l'activité. Et ici, cette deuxième montée là, c'est le week-end dernier où j'ai commencé à vouloir récupérer en fait des données de monitoring sur la charge utile, avoir les températures au cours du temps, avoir la rotation du satellite, avoir les tensions, etc. Et où j'ai commencé à faire des opérations de téléchargement de données spécifiques sur des stations amateurs un peu partout dans le monde. Donc vraiment des opérations où pendant du début de visibilité à la fin de visibilité au-dessus de la station, c'est un flux continu de données, quoi, pour essayer de récupérer le maximum. Et donc ça marche assez bien, hein. Il y a plein de stations un peu partout qui écoutent PicSat. Donc voilà, ça c'est les données de température, dans la température sur l'électronique de la charge utile en fonction du temps. Donc récupérées sur une journée, que j'ai pu récupérer le week-end dernier. Et vous voyez qui a récupéré quoi. Donc il y a un peu toutes les couleurs, il y a plein d'amateurs qui ont participé à la récupération de ces données. Alors je continue cette courbe, maintenant j'ai pas encore tout à fait une semaine, mais mon objectif c'est d'avoir une semaine complète de points qui sont pris toutes les 10 secondes pour avoir vraiment une vue complète de ce qui se passe sur une durée assez longue à bord du satellite. Voilà pour cette partie de la présentation de PicSat. Alors je vais laisser la parole à Sylvain. Donc, je suis Sylvain, F4GKR. Donc je suis intervenu. Donc qu'est-ce que je fais dans cette histoire? Je ne suis pas du tout membre de l'Observatoire, je ne travaille pas à l'Observatoire de Meudon, j'ai d'autres activités. Je suis intervenu pour filer un coup de main. Donc je vais vous présenter le logiciel PicTalk, qui est un logiciel que j'ai contribué à développer au départ. Donc je vais aller assez vite pour vous présenter le logiciel. L'idée c'est de vous expliquer comment il fonctionne assez rapidement et comme ça on le verra en action dans quelques minutes. Donc le besoin, il a été expliqué juste avant. En fait, la courbe qui a été montrée résume complètement l'intérêt. C'est que le but du jeu, c'est que le satellite se déplace. Enfin, le but du jeu, le besoin, c'est que le satellite, il n'est pas stationnaire, il ne reste pas au même endroit. Donc pendant son périple, il faut récupérer les données. Et la difficulté, c'est que donc il y a deux grandes stratégies. La première, c'est de dire les données, je les stocke à bord, et puis j'attends d'être au bon endroit pour les transférer. Ça pose plein de problèmes techniques de stockage de données, de volume de données à accumuler. Ou bien, j'ai la possibilité d'avoir des stations de réception qui sont un peu partout. Donc c'était l'idée. L'idée, c'est ce qui a été expliqué juste avant, c'était d'utiliser la communauté amateur au sens contribution, pour pouvoir récupérer ces informations. Et c'est pour ça qu'on a essayé de développer un logiciel donc qui soit le plus ouvert possible, le plus facile à utiliser. Alors on est encore loin du truc complètement plug and play, hein, il y a encore un petit peu d'heures à y passer. Donc très brièvement l'historique. Donc au départ on est intervenu, donc moi en tant qu'IARU, pour filer un coup de main sur la coordination fréquence du satellite avec le soutien du REF. On a commencé à travailler ensemble sur apporter la contribution des radioamateurs sur l'aspect technique radio, puisque les gens de Meudon sont pas des radioamateurs au départ, donc ils avaient un problème d'acquérir des compétences dans ce nouveau monde. Et donc on a essayé ensemble au début de trouver une solution technique qui soit diffusable à grande échelle pour que monsieur tout le monde puisse recevoir les informations et contribuer au projet. La difficulté qu'on a eue, c'est que le logiciel, enfin le système qui est à bord du satellite, c'est un système propriétaire, entre guillemets, sur lequel les informations qui étaient diffusées étaient relativement restreintes. Et du coup, les logiciels standards, on n'arrivait pas à décoder les trames. Donc on était coincé. Donc on avait soit l'option matériel professionnel qui a un coût certain, soit l'option matériel open source qu'il fallait donc développer. Donc on s'est débrouillé pour faire ça a commencé par un projet avec des élèves, donc de Supélec pour ne pas les citer, qui ont fait du reverse engineering pour essayer de vérifier les specs qui étaient annoncés dans les datasheets pour comprendre comment ça marche.
Une fois qu'on a réussi à trouver comment le truc fonctionnait, on est parti sur le développement d'un logiciel. Alors ce logiciel qui s'appelle PicTalk, l'idée de ce logiciel, c'est qu'il n'est pas fait exclusivement pour Pixat. L'idée, c'est qu'on fasse une espèce de boîte à outils qui puisse être utilisée pour d'autres projets. Donc on a coupé en deux. Il y a une partie qui est tout ce qui est réception des données radio, contrôle de la radio, qui est faite en C, pour que ce soit en temps réel, et une partie Python qui est spécifique au décodage des données propres au satellite. Et donc l'idée, c'est que ce système est entièrement open source. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. Il y a une partie en C++ qu'elle se charge d'avaler les données qui arrivent de la radio, de les mettre de côté et de les envoyer par paquet, au fur et à mesure, à un programme en Python qui lui va se charger de décoder et d'extraire l'information utile. Pourquoi du Python? Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont à l'aise en Python qu'en C++, tout simplement. Alors, le principe du logiciel, je vais aller assez vite. Il y a en fait deux grosses parties qui sont intéressantes. Il y a un système qui cherche à détecter l'activité. Comme vous le voyez sur la présentation ici, l'idée c'est que si on envoie en continu ce flot de données au système en Python, il ne va pas avoir la capacité technique, enfin la puissance de calcul suffisante pour faire tout le décodage tout seul. Donc le logiciel qui est en C, lui son rôle c'est de dire j'écoute, et si jamais j'entends un truc qui ressemble ressembler à, on dirait que c'est du signal, j'ouvre le tuyau et j'envoie les données vers le satellite, vers le décodeur. La difficulté qu'on a eue, c'est qu'on avait fait une première méthode toute simple qui se basait sur l'énergie reçue. Or, l'énergie reçue, le satellite, entre le moment où il est au ras de l'horizon et le moment où il est au-dessus de notre tête, il passe en gros d'un horizon qui est à 3000 km à un horizon qui est à une distance de 500 km. Ça fait une variation d'intensité qui est très grande. Et donc, les logiciels qui fonctionnent, la technique qui consisterait à n'utiliser que l'amplitude, marche pas. On s'est vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Donc, on a implémenté un autre truc qui a l'air de assez bien fonctionner. Qui est d'utiliser, en fait, de dire s'il y a de l'activité, c'est que c'est pas du bruit. Donc on va chercher à détecter, est-ce que je reçois, c'est du bruit. Si c'est du bruit, je fais rien. Dès que ça ressemble plus à du bruit, j'enregistre et je passe on prend le complémentaire. On a fait un truc simple. Donc il y a un petit graphique que je ne vais pas détailler, en bas à droite, qui montre en gros une espèce d'autocorrélation, de propriété statistique. Et en gros, s'il y a quelque chose qui a l'air d'être périodique, c'est sans doute pas le hasard. Le hasard, il est aléatoire, il ne se répète pas. Donc si ça ressemble à quelque chose qui se répète, c'est probablement un message. Et c'est à ce moment-là que le système va déclencher pour le traitement. Donc, la deuxième chose qui est implémentée par le logiciel, et je vous montrerai après, ce qui est assez intéressant, là où on s'est un petit peu cassé la tête, c'est la compensation automatique du Doppler. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans la majorité des systèmes de tracking, on a besoin de connaître la vitesse du satellite, sa position, pour calculer la correction qu'on doit mettre à la réception du signal radio pour compenser l'effet Doppler. Là, on a passé pas mal de temps à imaginer une solution où le logiciel le fait tout seul. Donc il n'y a pas besoin de connaître la trajectoire exacte du satellite. Le système va se débrouiller tout seul. Donc comment il fait ça? En fait, en réalité, il ne le fait pas en temps réel, il le fait en temps légèrement différé. Il enregistre une trame. Une fois que cette trame est enregistrée, il analyse la variation du signal pendant la trame et il corrige et il décode. Le logiciel envoie en automatique les trames vers le serveur Pixat que Mathias a montré juste avant. Et on va aller voir là-bas. Donc ce que je vous propose, si tout va bien, le satellite va arriver au-dessus de nos têtes dans quelques secondes. Dans moins d'une minute. Donc on va aller se déplacer par là-bas. Je vais essayer d'expliquer le principe de fonctionnement. On a sur l'écran, je vais mettre un peu pour que vous voyez un peu plus. Donc on a en fait deux systèmes qui fonctionnent en parallèle. Sur le toit, on a l'antenne avec les rotors qui vont contrôler l'azimut et l'élévation. On a une trajectoire théorique du satellite. Donc le système va suivre le satellite pour essayer d'optimiser le signal. Excusez-moi, je regarde en même temps l'écran qui clignote. Pardon, parce que là il est en train d'être... Ah, ça y est, ça cause. Voilà. Ça arrive. Par contre, bon, on voit pas grand-chose sur l'écran, je suis désolé. Voilà. Tchoup, on a un petit message qui vient de passer. Donc le principe, c'est que l'antenne va suivre au fur et à mesure le satellite pendant son déplacement. Le logiciel, on voit ici le petit voyant vert qui clignote, qui indique qu'a priori il y a quelque chose, il y a de l'activité. Les données sont envoyées au logiciel qui est en Python derrière, qui va essayer de le prendre. Donc là, le satellite, il est actuellement... Alors, je suis désolé, on fait un peu d'impro en même temps, voilà. Le satellite, en ce moment, il est au nord de l'Europe, il est au nord-est. Il est à quelle distance par rapport à nous pour l'instant? Il est à 2000 km, donc il est sur un angle encore assez bas. Et théoriquement, dans quelques minutes, il va passer à la verticale. Donc la difficulté qui va se passer, c'est que l'antenne doit se relever. Il va bien y avoir un moment donné où il y a un problème, c'est que on va pas pouvoir, elle ne peut pas basculer, d'accord? Donc le rôle du système, c'est de suivre le satellite en permanence.
Le satellite envoie une trame toutes les 10 secondes pour l'instant. Je pense qu'il est en mode... enfin, le chef satellite n'est pas à côté, il est par là, non. Mathias. Donc là, on reçoit, ça y est, toc, on reçoit une trame toutes les 10 secondes à peu près. Donc vous voyez sur le logiciel ici, la visualisation qui montre le niveau de signal reçu. Le logiciel écoute une bande. Là, vous voyez, il y a un petit pic, toc, avec sa clignote. Ça veut dire qu'il a reçu un message. Et donc, il va en permanence chercher à décoder ce message. D'accord? Donc ça se fait en automatique. C'est-à-dire que le logiciel va écouter, détecter une activité. S'il y a de l'activité, enregistrer tout ce qu'il peut, sans se poser de questions de savoir si ça a de la signification ou pas. Va transférer cette information au logiciel qui est en Python, qui lui va faire le décodage. Et si le décodage est bon, va envoyer les informations sur le serveur. D'accord? Donc c'est entièrement automatique. Donc évidemment, la durée de la réception, là on voit qu'on a... alors je ne vois plus le passage. Où est-ce qu'on est là en ce moment sur l'écran? Voilà. Donc là on a un niveau qui est assez bon. Elle va durer combien de temps la passe là, à peu près? 10 minutes. D'accord, on va avoir largement le temps. On va avoir largement le temps. Donc normalement, dans un mode standard, quand il est en mode télémétrie simple, le satellite envoie un paquet toutes les 10 secondes. Donc il ne se passe rien, et toutes les 10 secondes, on a un plop. Là, on voit qu'il y a un intervalle de temps un peu plus court que 10 secondes, donc je suppose qu'il est en train de transmettre d'autres choses. Alors, est-ce que Mathias est à côté? Mathias? Est-ce que vous transmettez quelque chose en particulier aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un message? Non, mais je ne pourrais pas l'afficher là, mais est-ce que tu peux le dire pour ceux qui nous regardent? Parce qu'il y a une petite surprise en fait. Voilà, donc là sur le logiciel, ce qu'on voit, c'est que les trames arrivent et les trames sont envoyées sur le serveur. Donc on a envoyé 38 trames sur le serveur qui ont été acceptées. D'accord? Donc là c'est entièrement automatique, c'est-à-dire que là on ne fait rien. En ce moment, les paquets vont en direct depuis le PC qui est ici. Alors évidemment, à Meudon, c'est pas loin, hein, mais en Australie, on aura exactement le même résultat. Là, on en met à 43. D'accord? Tac. 43 paquets. Donc, il faut un certain temps pour qu'elles soient décodées, etc. Et elles sont envoyées en automatique. Poum, 44. Et ainsi de suite. Donc, est-ce que tu peux dire s'il y a un contenu particulier sur le message qui est envoyé aujourd'hui? Expliquer un petit peu. Alors, je vais revenir sur le... Donc, dans ces trames, il y a soit des trames de télémétrie qui sont, en gros, le satellite dit « je suis vivant, je vais bien ». Voilà l'état de mes batteries, voilà j'ai bien dormi, tout va bien, j'ai pas froid, tout va bien. Et puis de temps en temps, il y a des petites pour remercier la communauté des contributeurs, pour faire des petites farces, on va dire. De temps en temps, il y a des petits messages en texte lisibles qui sont transmis. Voilà. Ça c'est l'émission, ça c'est du téléchargement de données. Donc là, en ce moment, il y a des données qui sont en train de transférer. Donc, en fait, Mathias peut commander en direct depuis... ça, c'était programmé. Alors ça, c'était programmé à l'avance, évidemment. Mais on a la possibilité de déclencher, de demander une émission de messages particuliers. Je vois que là, mon seuil de déclenchement est un peu faible, donc ça clignote. Par contre, la résolution de l'écran est un peu... Hop, on va monter un peu. Voilà. Je vais rebaisser un petit peu. Donc, dans les données qui sont transmises, on a soit des données à caractère scientifique ou des données qui donnent des informations sur l'état de santé du satellite, mais on a aussi des informations de temps en temps du texte qui sont envoyées. Donc il y a eu quelques petites... Là, du coup, j'ai donc là connecté sur le... Alors, on peut peut-être mettre oui, je vais le faire. Je vais le faire pour montrer. Alors, vas-y, dis-moi. Pixat. OB, pardon, excusez-moi, OBSPM. Ah, voilà, login. Alors, je te laisse faire. Attention, c'est pas la bonne souris, c'est celle-là. Vas-y. Dis-moi, sinon je... Donc, vous allez voir qu'on peut... Donc, vous allez voir le message. Donc évidemment, je ne suis pas le seul à envoyer des infos, hein. On va en avoir... Donc on a la possibilité d'envoyer des messages. Donc il y a eu comme ça quelques petites blagues qui ont été faites, où il y a des textes qui ont été envoyés avec des histoires, avec des phrases... Donc théoriquement... montrer. Voilà. Voilà, j'ai la liste. Donc ça, c'est voilà. le dernier message. Voilà, merci Amsat Everywhere. Alors,
Alors ça se lit, ça défile. Alors ça se lit dans quel sens? Alors vas-y. Ça se lit, du coup, les plus vieux sont ici et puis Alors, ça c'est les plus récents. Bonjour Nanterre, je passe au-dessus, je vous salue, merci MSAT Everywhere. Voilà, donc ça c'est le message qu'est en train de transmettre le satellite en ce moment. Hein, d'accord? Donc là c'est pour célébrer, pour illustrer qu'on peut faire des choses amusantes en direct. Pendant que le satellite est en train de passer au-dessus de nous, il est en train en fait d'envoyer non pas des données scientifiques, mais une petite blague. Alors tiens, là, est-ce que tu peux regarder sur les trames que je viens d'envoyer moi, F4GKR, parce que je me suis logué avec mon identifiant. Voilà. Hop, donc là on a les trames qu'on est en train d'envoyer en ce moment, qui sont déjà enregistrées sur le serveur. D'accord? Vous voyez, donc le système, c'est entièrement automatique de bout en bout. Dès que le signal est reçu, il est entièrement transféré et intégré dans le système informatique. Juste de cette station, en fait, c'est sous l'indicatif Christophe SWL. Non, mais là, oui, il y a 200 quelques trames. D'accord, ah oui, d'accord. 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 Non, c'était juste pour indiquer que cette station est... Donc, l'idée du logiciel, pour l'instant, il a été développé, là, il fonctionne sous Linux sur le PC qui est ici. Ce qu'on est en train de faire, c'est une version, donc comme c'est un logiciel expérimental dans le sens où on le fait avec les retours d'expérience des utilisateurs sur le terrain. Il y a eu beaucoup de bugs, il y a eu beaucoup de demandes d'amélioration ces derniers jours. Il y a eu un travail assez actif de mise au point et de suivi. Et l'idée, c'est que dès qu'il est à peu près stable, donc ce qui ne va pas tarder, il y a une version qui est prévue pour Windows, prête à être exécutée. Donc pour l'instant, il faut quand même un minimum de compétences techniques pour pouvoir l'utiliser. Il y a quand même pas mal de monde qui ont réussi à le mettre en œuvre. Mais j'espère dans une semaine, si tout va bien, on va pouvoir le distribuer sous forme de logiciel Windows pour que tout le monde puisse l'installer directement sur un ordinateur. Je pense qu'on va bientôt plus pouvoir le choper. Ouais, si, ça continue. Si, ça... Voilà, donc là on voit les paquets qui remontent, 172. Toc, 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 ça passe. Voilà, donc là on en est à 176, 177, 178. Voilà, là les trames sont envoyées en continu. Et là, le compteur qui est là montre bien qu'elles sont acceptées par le système de l'autre côté. Voilà, on les voit. Toc, toc, ça cause. Donc tu devrais les voir arriver. Pour la liaison avec le serveur, il faut s'enregistrer sur le serveur. Oui, ensuite, alors, oui, pardon. Il y a une première étape où il faut... en fait, le problème, ce n'est pas un problème de sécurité, c'est pour éviter les mauvaises surprises. Donc il y a une première étape où on doit aller sur le site de Pixat, s'inscrire. On indique un indicatif. Alors si on n'a pas d'indicatif radioamateur, on met un surnom, ça n'a aucune importance, c'est un identifiant. Des coordonnées, latitude, longitude. Et ensuite, dans le logiciel, quand on va l'installer, on doit remettre ces mêmes informations. Et c'est ces informations-là qui sont utilisées pour la transmission des données entre le logiciel et le serveur. C'est du web standard, hein, il n'y a rien de particulier après, il n'y a pas de protocole spécifique. Donc là, on les transmet en continu. Donc là, on n'a plus rien. Je pense qu'on est quasiment en perte de... Ouais, je pense qu'on l'a perdu. Ça y est, il aura de l'horizon, on va plus le... Donc là, en l'espace de 10 minutes, on a reçu 202 paquets qui ont été transmis. Enfin, 202 paquets ont été transférés sur le site à Meudon et sont dans la base de données centrale. D'accord? Et c'est entièrement automatique. J'ai rien fait. Donc c'est l'idée du... de toute façon, là, on va arrêter là, je pense. Et donc, on n'était pas les seuls à envoyer ces... On n'était pas les seuls. Il y en a plein qui... IW, un DTU, donc un italien. Oui. Il y a un italien aussi qui les a reçus. Donc évidemment, comme Christophe l'a expliqué ce matin, il faut être dans l'empreinte du satellite pour recevoir les données. Donc les gens qui ont contribué, c'est ceux qui sont dans la zone couverte par le logiciel. Ce que je vous propose, c'est qu'on retourne de l'autre côté, parce que là de toute façon il n'y aura rien de plus, il est passé. Et puis comme ça on va pouvoir terminer la présentation là-bas. Enfin, pour continuer et terminer cette présentation, donc je vous ai fait la démonstration, vous avez vu le système. Bon, on a eu de la chance. Il faut dire qu'on est je dis qu'on a eu de la chance parce que le passage d'aujourd'hui était extrêmement, enfin de maintenant, était particulièrement idéal parce qu'il est passé pile à la verticale au-dessus de Paris. Ce qui arrive pas à chaque fois évidemment. Donc on avait des conditions de réception qui étaient très bonnes et c'est la raison pour laquelle on a réussi à recevoir autant de données. En pratique, la réalisation d'une installation par Monsieur Tout-le-Monde, elle suppose, il y a 3 ingrédients, très rapidement. Il faut un ordinateur évidemment, un PC pour l'instant. On a prévu assez rapidement de faire une version avec Raspberry Pi. Il y a encore un peu de travail à faire au niveau logiciel pour que ça marche bien sur une Raspberry Pi. C'est encore un peu limité. Il faut un récepteur radio. Donc là, la version qu'on vient de faire marcher utilise une clé RTL SDR à 20 €.
Et il faut une antenne. Alors l'antenne, évidemment, s'il n'y a pas d'antenne, c'est pas la peine d'avoir un bon ordinateur, ni un bon récepteur radio. Là, on a de la chance ici d'avoir une très bonne antenne. Il y a énormément de gens qui ont développé des antennes toutes simples. Évidemment, plus l'antenne a du gain, plus elle permettra de détecter des signaux dans des bonnes conditions. Pour continuer, où se trouve le logiciel PicTalk? Où le trouver? Donc il est open source, ce qui veut dire que l'ensemble des codes sources sont disponibles sur GitHub, sur le dépôt GitHub. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Dans cette salle, il y en a plusieurs que je ne citerai pas qui ont fait des retours de correction de bugs et vous êtes les bienvenus. Je veux juste redire une dernière chose importante. Le logiciel, il n'a pas été développé que pour Pixat. Il a été développé pour tous les projets satellites qui ne veulent pas s'embêter à réinventer l'eau chaude. Il y a plein de solutions open source pour faire de la réception satellite. Il y en a plein. Simplement, celle-ci, c'en a une de plus. La différence peut-être qu'elle a, c'est qu'elle a vocation à être la plus simple possible à utiliser pour l'utilisateur final. La difficulté, c'est que il y a beaucoup d'installations qui nécessitent une compétence technique quand même importante, qui est un frein. Je pense que j'ai terminé avec ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ?